Bonjour à tous, ici Renan Branchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Aujourd'hui, pour le premier épisode de ce nouveau format portrait d'athlète, j'accueille un grand nom du sprint français qui n'est autre que Trésor Makunda. 3 Jeux paralympiques, 4 médailles, rien que ça. Il y a 2 choses qui m'ont marqué chez Trésor. La première, sa simplicité, dans le bon sens du terme. Prévoir notre rencontre, se retrouver, tout ça a été très facile et très fluide dès le départ. Comme si je le connaissais depuis toujours. La seconde, c'est son humour. Alors j'ai beaucoup ri durant l'enregistrement, vous verrez. Et j'aurais pu passer toute la journée avec lui. Je suis sûr que je ne me serais pas ennuyé une seconde. Dans l'épisode, nous retracerons son parcours et les difficultés qu'il a pu rencontrer plus jeune en tant que sportif handisport. Et nous dévoilera aussi le secret de sa longévité, de ce qu'il prévoit dans le futur aussi. Enfin, je vous réserve une petite surprise dans la dernière partie avec des questions très rapides sur le sport ou pas. Bref, je vous laisse à votre écoute avec Trésor Makunda. Bonjour Trésor, bienvenue sur le podcast. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes encore à l'INSEP, je dis encore parce que la semaine dernière, c'était encore ça, pour enregistrer sur la piste d'entraînement. Alors si vous entendez des bruits de fond de coureurs, c'est pour vous mettre dans l'ambiance sportive. Si ça te convient, Trésor, je vais te présenter rapidement pour que les auditeurs savent à qui on a affaire. Allez, vas-y, je te laisse faire ma présentation alors. Tu me diras si c'est bon, si je ne me suis pas trompé. Ok. Alors, Trésor Makunda, tu es un des plus brillants sprinteurs français avec 4 médailles paralympiques. Tu commences à Athènes en 2004 avec une médaille d'argent. Sympa comme début de carrière. Ensuite, champion d'Europe plusieurs fois sur 100 et 200 mètres, champion du monde et tu détiens encore le record d'Europe sur 400 mètres en salle. Alors, quand j'ai vu 2004 à Athènes, en préparant notre discussion, je me suis dit c'est bizarre, on est en 2020, il doit y avoir une erreur, ça fait plus de 16 ans qu'il court au plus haut niveau. Mais non, c'est bien ça, tu as 38 ans et cette année, normalement, si tout se passe bien, tu participeras aux Jeux de Tokyo. Alors, avant de rentrer dans le détail, quand est-ce que tu as commencé à courir et pourquoi l'athlétisme ? Bon, est-ce que je peux juste, pas rectifier, mais ajouter quelques éléments ? Ouais, vas-y. Dans mon palmarès, tu as oublié Pékin et Londres. Ouais, dans les 4 médailles paralympiques, il y a Pékin et Londres, ouais, c'est ça. Ouais, donc qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu faire de l'athlétisme, c'est ça ? Ouais, qu'est-ce qui a fait quand as-tu commencé à courir et pourquoi l'athlétisme ? Alors quand j'ai commencé à courir, moi j'ai commencé à courir très tôt. Déjà, j'étais un enfant déjà tout petit. J'ai commencé à courir avant de savoir marcher, on peut le dire comme ça. Moi, je suis né au Congo. Ouais. Et donc, comment on s'est rendu compte que je voyais mal ?
c'est parce que j'aimais courir et chaque fois que je courais, bah, je me cognais partout. Ok. Donc à partir de là, tu vois déjà le portrait Ouais. de l'enfant, quoi. Et donc après, rapidement, quand je suis arrivé en France et que j'ai été scolarisé, rapidement, on va dire que quand on faisait du sport, courir, c'était le sport que j'aimais le plus. Ouais. Et arrivé à un certain âge où on veut tous faire du sport, où mon frère, lui, c'était le foot, mes camarades, c'était le basket, tout ça. Moi, c'était l'athlétisme. Je voulais courir. Je connaissais pas du tout l'athlétisme en e-sport. La seule image que j'avais de l'athlétisme, c'était Carl Lewis. Et Ouais. donc, moi, je voulais faire comme lui et devenir un champion. Et donc, après, c'est un peu plus tard que j'ai découvert qu'il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement paralympique, donc via la fédération e-sport. Mais ça, c'était longtemps après ma volonté de courir, quoi, de faire de l'athlétisme. Ouais. Et quand tu dis, quand tu as découvert ce mouvement, au Congo, il n'y avait rien pour justement je dis paralympique, mais pas que le paralympique, mais pour le handisport, il n'y avait pas trop de structure. Alors, j'y connaissais rien du tout parce que moi, j'ai quitté le Congo à l'âge de 6 ans. Ouais, donc en Euh, fait, à 6 ans, tu n'as pas commencé le sport voilà, non, non. Moi, quand je suis à 6 ans, j'ai quitté le Congo pour venir en France pour mes problèmes de vue. Parce que on a essayé de me soigner là-bas au Congo, mais il n'y avait pas de possibilité. Donc, on est venu ici en France avec ma mère et mon frère pour pouvoir me soigner. Et donc, à partir de là, j'ai découvert, on va dire, le milieu spécialisé ici en France. Au Congo, je ne connaissais rien, j'étais encore trop petit. Ouais. Complètement. Et quand tu disais tu voulais ressembler à Carl Lewis, tu voulais faire aussi du saut en longueur parce que lui, il avait les deux particularités, ou tu t'es dit non, moi je me concentre sur le sprint. Alors, comme je dis souvent, c'est que le rêve de, de tout homme ou d'un enfant, on va dire, comme je l'étais, c'était de courir vite. Parce que je sais pas si tu te souviens de Flash. Ouais, bah, bien sûr. Il y a courir vite, il y avait voler, Icar. Mais moi, j'ai choisi de courir vite. Dans les talents de Carl Lewis, j'avais choisi celui de courir vite. Et j'ai essayé la longueur. Finalement, c'est vraiment la vitesse qui m'a retenu. Donc, c'est ça que j'ai choisi, en fait. Ok. Ok. Et du coup, alors tu es arrivé en France, tu disais, pour les problèmes de vue. Est-ce que c'était facile pour toi de trouver un club? Alors déjà, est-ce que tu peux me rappeler à partir de quand est-ce que tu as vraiment eu ton handicap, vraiment il était, je veux dire, il était vraiment présent? À partir de quand il a été vraiment présent? Et est-ce qu'à partir de ce moment-là, ça a été difficile pour toi de trouver un club et de trouver des personnes qui t'accompagnent pour t'entraîner avec ton handicap? Alors, on va faire juste un petit retour. Bah, écoute, moi, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis né au Congo. Donc, à l'âge de 3 ans, on se rend compte que j'ai des problèmes de vue, que je me cogne partout, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon père, lui, il est généraliste, et donc là-bas au Congo. Et donc, il a pris l'initiative de me soigner. Bon, chacun jugera de cette action, mais il a fait ce choix. Et donc, ne voyant pas d'évolution, ma mère, elle a fait le, le choix de venir en France. Et donc, à partir de là, on est venu en France. Parce Ouais. que souvent, on oublie qu'en France, on a les meilleurs spécialistes de la vue. Et on les a tous vus quasiment quand on est arrivé en France. Et donc, on va dire que le diagnostic était toujours le même, c'est que c'était une cataracte. Et donc, qui dit cataracte dit simple. Parce que pour un médecin, pour les Ouais, c'est quelque chose de spécialistes, connu, voilà, quoi. c'est connu, Ouais. voilà. Sauf que lorsqu'on a fait l'opération pour enlever la cataracte, on s'est rendu compte rapidement que la cataracte, c'était l'arbre qui cachait la forêt et que derrière, en fait, ma rétine avait été touchée. Et Ok. donc, à partir de là, ça a été une succession de sentiments, on va dire, pour mes parents, pour mes proches, parce que on va dire que moi, étant petit, n'ayant vu que ça, pour moi, je n'avais pas en fait cette notion d'handicap. Je la connaissais pas encore, cette notion Ouais, toi tu d'handicap. l'avais, en fait tu vivais déjà avec, toi, en fait. Voilà, exactement. Donc pour moi, je connaissais même pas en fait c'était quoi le handicap. C'est plus tard que j'ai découvert ça. Ouais. Et donc c'était plus dur on va dire, pour mes proches. Et donc ils ont dû passer par ces étapes que moi je, je nomme comme avec ces termes qui sont à la première étape, c'est celle que moi je dis de, euh, de colère, où on en veut à la terre entière, on en veut à mon père, on en veut aux gens qui ont pu le conseiller, on en veut aux gens qui ont diagnostiqué que j'avais cette Mhm. maladie, on en veut à la terre entière. Après qu'on a passé cette étape, on rentre dans l'étape de la négation.
où on refuse, on dit non mais c'est pas possible, non je pense qu'on s'est trompé, c'est pas ça, comme voilà, on n'a pas, mon fils il a pas ça, c'est autre pas le bon chose, c'est pas diagnostic. exactement, peut-être faudrait qu'on aille voir d'autres gens, peut-être pourquoi pas aller aux États-Unis pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions, et peut-être ici ils se sont trompés en France. Finalement, après on passe dans cette phase d'acceptation. On se dit bon bah finalement non mais je pense que c'est ça. Essayons de faire le nécessaire pour que mon fils il puisse vivre avec ça, mais d'une manière digne, et qu'il devienne quelqu'un. Et Ouais. c'est vrai que ma mère, ces 3 étapes, elle les a vécues, je trouve, avec sagesse et avec rapidité. Et je pense que c'est ce qui a fait que rapidement, en fait, j'ai pu euh, vivre facilement mon handicap, et pouvoir prendre mon envol comme tout enfant, dans le sens où j'ai pu directement commencer à apprendre le braille. Après, derrière, j'ai pu directement commencer ma scolarité, en fait. Ouais. Et donc, ça a été quelque chose quand même de positif, parce elle a découvert que en France, une personne qui a un handicap peut aller à l'école. Parce que je pense que c'est ça qui était le plus dur pour elle, c'est de dire, mais est-ce que mon enfant pourra aller à l'école? Est-ce que mon enfant pourra plus tard devenir quelqu'un, devenir... Ouais, c'est ça, je pense que le plus dur pour un parent, c'est ça. C'est de s'interroger sur le futur de son enfant. Ouais. Et c'est vrai que je pense que dès qu'elle a su que ici en France, il est possible pour une personne handicapée de pouvoir faire des études et pouvoir demain devenir quelqu'un, je pense que ça l'a rassurée, et directement elle est rentrée dans cette phase d'acceptation rapidement. Ouais. Et du coup, à partir de ça, pour revenir sur le sport, quand il y a eu cette phase d'acceptation, toi, tu avais toujours cette envie de devenir Carl Lewis, cette envie de courir vite en tout cas. Comment tu as trouvé un club? Parce que on le sait quand même, c'est pas, j'imagine, aussi facile pour une personne en situation de handicap de trouver, surtout à l'époque, peut-être un peu plus, maintenant c'est un peu plus facile, mais peut-être. Mais comment tu as trouvé un club? Comment tu as trouvé des personnes qui t'accompagnent pour t'entraîner? Alors, je t'assure, c'était difficile. Ouais, Aujourd'hui, quasiment tous les gros clubs ont une section handisport, donc c'est beaucoup plus facile. À l'époque, trouver un club, c'est comme si tu cherchais un emploi aujourd'hui, tu vois. Tu vois de quoi je je vois ce que parle. tu veux dire. Donc, j'ai été vraiment accompagné par mes parents, par ma famille, par mes profs de sport. Et c'est vrai que un jour, je rentre comme ça de l'école, et je dis, maman, j'ai envie de devenir un champion comme Carl Lewis. Ma mère a dit, elle me regarde, j'imagine qu'elle me regarde parce que je sentis son regard sur moi. Elle me dit, mon fils, écoute, tu veux devenir un champion comme Carl Lewis, faudra te donner les moyens de le devenir. Carl Lewis, il s'est pas levé comme ça, il est parti courir, il est devenu un champion. Ouais. Maintenant, si tu as envie de devenir un champion, je ferai tout pour t'aider. Je me rappelle de ces mots comme si c'était hier. Et là, en fait, ma mère et mon prof de sport, parce que j'avais un prof de sport qui était génial, qui s'appelle Didier Bras, ils se sont donnés à fond pour moi, pour trouver un club. Et les pauvres, ils appelaient à droite à gauche, et personne ne répondait, ou sinon on leur disait, écoutez, on vous rappellera parce que le responsable n'est pas là, ou voilà, c'était ces réponses-là qu'on recevait. Et moi, voilà, j'étais pressé, donc je demandais toujours à ma mère, maman, alors t'as appelé? Et ma mère, pour me protéger, c'était ah, j'ai oublié d'appeler, j'appellerai demain. Ou elle me disait pas vraiment la vérité, parce qu'elle Ouais. voulait pas me, tu vois, elle voulait pas me froisser. Donc c'était vraiment des réponses pour me protéger, en fait, tu vois, pour pas que je me dise, mais c'est quoi ce monde bizarre où on n'accepte pas l'autre, tu vois. Parce que moi, franchement, je te dis, je connaissais pas, pour moi, il n'y avait pas de difficulté, tu vois. Tout était fait pour que j'ai aucune difficulté pour moi, donc je connaissais pas tout ça. Donc elle était là, ouais, non, j'ai appelé, mais ils répondent pas. Ou jamais elle me disait quand on lui disait non, tu vois. Jamais Ouais, elle me ouais. disait, Elle ouais, voulait pas non, que tu sois on voulait déçu. pas de moi, voilà. Ouais. Et donc elle voulait pas que je sois déçu, donc elle me disait jamais ça. Et finalement, en fait, un jour, euh, on dit que la chance sourit aux audacieux, mais je pense que c'est parce qu'on l'a vraiment, vraiment provoqué. Un jour, en fait, elle regarde dans un magazine, et elle voit, en fait, à la fin du magazine, il y avait des annonces. Et là, elle voit, en fait, qu'il y a un club ou une structure qui est en train de se monter dans le 94 à Villejuif. Dis-toi qu'on habite à Corbeil-Essonnes, hein. Ouais. Et là, elle appelle. Elle dit oui, elle appelle la personne qui a organisé ça. Elle dit oui, écoutez, j'ai vu votre annonce. Mon fils, il est malvoyant, et il aimerait courir. Donc, j'ai vu votre structure, et est-ce qu'il il peut venir? Le gars, il lui dit, écoutez, oui, vous habitez où? Elle dit à Corbeil-Essonnes. Le gars, il est resté bouche bée. Il dit, à Corbeil-Essonnes, ouais, mais si vous voulez venir, venez, mais ça fait loin. Elle dit, vous inquiétez pas. C'est quand? Ça commence quand?
Et là, il a dit, bah, demain, on commence. Il a dit, bah, écoutez, demain, on sera là. Et ouais, le lendemain, on était là. On est venu, j'ai fait une séance. Après, j'ai fait 2 séances, 3 séances. Et finalement, en fait, le gars, au bout de 3 semaines, il est venu me voir un jour. Il m'a dit, Trésor, bah, écoute, tu vois, là, on est 3, 4, vous êtes 4. Euh, Moi, je me rends compte que voilà, tu as des capacités. Et moi, je peux pas t'amener plus loin que. Tu as du potentiel, je peux pas t'amener plus loin que ce que je te donne là. Sachant que moi, je suis un athlète aussi. Dans mon club, il y a un coach de sprint qui s'appelle Jean-Philippe Valéry. Ouais. Si tu veux, je peux lui en parler. Je peux lui parler pour qu'il puisse t'intégrer dans son groupe ou pour qu'il puisse t'aider. Ou voilà, je vais en parler. Écoute, moi, c'est comme je dis souvent, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, tu vois. Ouais, Aveugle mais complètement. pas sourd, tu vois. Et là, donc finalement, bah, il lui en parle le lendemain. Et donc il me rappelle, il dit, écoute, le coach, il a dit oui. Donc essaye de venir si tu peux dans la semaine. Écoute, le lendemain, j'étais là, hein, Ouais. tu vois. Et donc je suis arrivé au club. Le coach, il connaissait même pas c'était quoi le handicap. Et donc là, j'ai commencé à faire ma première séance avec eux comme on pouvait. Je Ouais, à l'époque, il courais. n'y avait pas de guide, il Il n'y n'y avait a pas. pas de guide, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment comme on pouvait. Il se mettait en face de moi, il tapait des mains, je venais vers lui, tu vois. Mais c'est marrant parce que, tu vois, avec mon coach Jean-Philippe, on est resté toujours proche, tu vois, même si il m'entraîne plus, mais tu vois, pour moi, c'est quelqu'un d'important dans ma vie, au-delà du sport, tu vois, au-delà de toutes les médailles qu'il a pu m'apporter. Et une fois, on échangeait sur ça. Il me disait, tu sais, le jour où on m'a parlé de toi, je te dis la vérité, au début, j'ai bégayé. Quand il me raconte la scène, je rigole. Tu sais, Karim, tu sais, l'athlète qui avait monté la structure, il vient le voir et il dit, écoute, j'ai un athlète là, un sprinter, il est vraiment bon. Je pense qu'il a un bon il a un talent, tout ça. Est-ce que tu as envie, j'aimerais bien que tu puisses voir ce qu'il fait, tout ça. Mon coach il dit, bah ouais, écoute, il y a pas de souci, ramène-le moi. Après, Karim me dit, ouais, mais il y a un petit souci, tu vois. Il ose pas dire, ouais. Il dit, écoute, il y a un petit souci. Ah, quel souci? C'est quoi le problème? Bah, en fait, il est handicapé. Hein? Il est handicapé? Donc, en fait, la scène, quand il me raconte la scène, je te jure, je rigole chaque fois qu'il me raconte la scène, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, à partir de là, tu vois, qu'on a commencé à travailler ensemble, tu sais, c'est lui-même qui a contacté la Fédé Handisport, tout ça, tu Ouais. vois. Et depuis ça, ben, on se lâche plus, quoi, tu vois, on est tout le temps au téléphone ensemble, tu vois. Et c'est pour ça que, sincèrement, c'est une très très belle histoire, parce qu'il s'est battu pour moi, et alors qu'à la base, c'était pas gagné, quoi. Ouais, ouais, complètement. Ouais, mais après, du coup, on connaît, c'était pas gagné à la base, mais à la fin, on connaît après ton parcours, comme on l'a dit, et puis ça a bien marché, matché aussi. Ouais, Euh, exactement. Justement, dans toute ta carrière, après que tu as pu faire après ça, euh, ton plus beau souvenir, ça a été quoi en tant qu'athlète ou même, j'allais dire, en tant que spectateur, mais plus en tant qu'athlète, ça a été quoi ton plus beau souvenir? Et pourquoi? Ah, en fait, c'est difficile, hein. Comme tu dis, en 16 ans de carrière, c'est difficile de choisir des moments précis parce qu'il y en a plein, il y en a tellement. Après, souvent, l'image qui me revient le plus souvent, c'est Pékin parce que ma mère à Pékin, en fait, elle est venue. C'était la première fois qu'elle me voyait courir. Et donc, fêter cette médaille dans les bras de ma mère, surtout, ouais, comme souvent j'ai dit, c'est que tu sais, nous, dans les cultures africaines, souvent, on n'a pas cette notion de, on va dire que voilà, les parents, ils laissent rarement exprimer leurs sentiments. Il y a beaucoup de pudeur, tu vois. Et donc Ouais. là, elle s'est mise à pleurer, tu vois, dans mes bras, elle était émue, sachant qu'elle venait de faire presque 23 heures de vol parce que on s'y est pris au dernier moment pour la faire venir. Elle savait même pas parler anglais. Elle a galéré de Paris en passant par Londres, à droite à gauche pour arriver jusqu'à là. Et c'est vrai que voilà, quand je l'ai vu tu sais, quand je l'ai vu après ma course, on a fêté la médaille ensemble. C'était magnifique, tu vois. Et ça, c'est des souvenirs voilà qui m'ont marqué parce que comme je dis, ouais, c'est voir ces sentiments ou la voir pleurer comme ça d'émotion. Ah, ça m'a marqué. Après, voilà, après, il y en a plein. Franchement, j'ai plein de souvenirs.
je pourrais prendre toute l'émission pour t'en raconter. Ouais, j'imagine. Mais du coup, alors, tu as 16 ans de carrière, comme tu dis, 38 ans là maintenant, pour un athlète. Alors, tu vas me dire, mais pour un sprinter, je trouve ça quand même âgé, je trouve ça fort quand même de ta part d'être resté et de rester aussi longtemps sur les pistes. Si tu avais un secret, c'est quoi ton secret? Est-ce que tu peux nous dire ton secret de longévité? Ah, déjà, il y a la passion. Moi, je suis vraiment passionné par ce sport. Comme je dis souvent, c'est que euh, je suis tombé rapidement amoureux de ce sport et c'est un grand amour. Euh, Aujourd'hui, cet amour, c'est encore présent. Donc, je pense qu'il y a déjà la passion qui fait que je suis toujours là. Et après, il n'y a pas de secret, c'est l'hygiène de vie. Je pense que notre corps, c'est une machine. Et plus on en prend soin, plus on peut aller loin et longtemps avec. Donc, je pense que c'est pas vraiment un secret, mais je pense que c'est dans ça je puise mon énergie et ma longévité. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est simple. Ça me paraît simple. Je sais ce que tu veux dire. T'es un des dans cette équipe là de France, t'es un des plus âgés ou t'es le plus âgé sur l'équipe de France? Non, je suis l'un des plus âgés, ouais. Ok. Ouais, je suis l'un des plus âgés. Quand tu dis l'un des plus, parce qu'il y en a qui sont dans le même âge que toi sur cette. Je crois que on doit être. Si je regarde, je pense que je dois être le deuxième. On va dire que ouais, je suis le cadet, c'est ça qu'on dit, non? Ouais. Ok, donc t'es le cadet. Je crois, ouais. Alors j'ai déjà parlé, on en parlait avant là, en off, j'ai déjà parlé avec un guide handisport, donc Gauthier Simonet, que tu connais très bien du coup, Oui. avec laquelle tu cours et avec même, d'après ce qu'il m'a dit, d'après ce qu'il a dit dans l'épisode, avec qui tu pars en vacances des fois de temps en temps. Ouais, c'est sûr que ouais, Gauthier, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous parce que c'est quelqu'un qui nous a quasiment tous guidés, les athlètes déficients visuels. C'est quelqu'un qui a l'expérience du guidage, du haut niveau, du monde paralympique. Donc, c'est quelqu'un qui est important. Et au-delà de ça, c'est souvent, comme je dis toujours, c'est que la relation avec un guide, elle se construit aussi en extra, c'est-à-dire hors de la piste. Et c'est vrai qu'avec Gauthier, on a eu la chance de vivre Ouais. des choses extraordinaires, notamment en vacances à New York. On a, ouais, on a appris à se découvrir et comme on dit les jeunes, on a kiffé. Ouais. Mais Ça se dit encore, je crois. ouais, ouais, ça se dit encore. Ça se dit encore, on Ça a va, kiffé. En pas, tout je cas, suis je pas le si dis vieux que encore, là, ça. peut-être que je suis passé dans la période vieux moi aussi, du coup. Mais ouais, justement, donc je pense que c'est un élément de réponse. Ce que tu dis, c'est que tu l'as bâti. Mais j'allais te poser une question, c'est justement, alors, tu te donnes une confiance sans nom à ton guide parce que c'est c'est la personne sur laquelle tu te reposes en quelque sorte quand tu cours. Comment tu bâtis cette confiance justement? C'est que en dehors, mais j'imagine peut-être qu'il y a d'autres éléments. Comment tu bâtis vraiment une confiance avec un guide en fait? Bah, souvent, comme je dis, sans jeu de mots, mais c'est vraiment une confiance aveugle Ouais. en son guide. Et donc, moi, dans ma carrière, j'ai eu vraiment 5 guides. euh, Edgar, Emeric, Antoine, pourquoi j'ai oublié François Guérin, Lucas aujourd'hui, et Gauthier. Et concrètement, c'est des personnes avec qui euh, le relationnel, c'est quasiment de la fraternité qu'on a aujourd'hui. Prendre le cas de, par exemple, Emeric, c'est quelqu'un, je l'ai tout le temps au téléphone, on se confie tellement de choses que des fois, il va me confier des choses que il n'y a que moi qui sais, et moi je lui confie des choses qu'il n'y a que lui qui sait. Ouais. Ou des fois, je vais demander des conseils sur des choses que je pourrais demander à mon frère, par exemple. Et donc voilà, ces relations-là, c'est ça qui va faire que sur la piste, il peut quasiment rien nous arriver parce que ce soit des choses négatives, on saura les passer. Les choses positives, bah, on va savoir les savourer aussi. Et donc, c'est ça qui fait la force d'un binôme. C'est cette relation d'amitié, de fraternité et la connaissance de l'autre. Aujourd'hui, avec mes guides, souvent on me demande est-ce que sur la piste vous parlez? Je dis non, on ne se parle pas. Moi, je peux savoir mes guides s'ils sont en forme ou pas, juste en voyant comment ils se déplacent, comment ils marchent. Parce qu'on se connaît, parce qu'on se sait, comme on dit. Et donc Ouais. ça se construit vraiment par une confiance quasiment à 100%.
Toi, tu me parlais de quelle est la clé, le secret de ma longévité. Bah, moi, je te dirais que la clé et le secret de, d'un binôme qui fonctionne, ça passe par là, ça passe par cette confiance qu'on a l'un en l'autre. Et ça se construit par des situations, par des vécus ensemble, des vivre ensemble hors de la piste, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, complètement, ouais. Mais c'est vrai qu'on a, bah, en fait, on a du mal à se l'imaginer, mais en fait, on se l'imagine. C'est pour moi, quand tu me dis ça, tu me dirais pas que tu me parlerais d'un guide. Je me dirais, bon, bah, tu parles d'une relation d'un homme avec sa femme, tu vois. Mm. C'est vraiment un rapport de confiance et comme tu dis, il y a de la, tu le connais par cœur, il y a de la fraternité. C'est comme ton frère, c'est comme ta femme. Il y a tout, quoi. Il y a tout Bon, comme qui ma femme, si ma femme elle entend ce podcast, elle va dire, il n'y a que moi, hein. est... Non, c'est sûr que voilà, c'est sûr qu'on on passe beaucoup de temps ensemble. Souvent, comme je dis, on passe plus de temps avec nos guides que nos femmes, Ouais, parce que voilà, on est en déplacement à droite à gauche. Parfois, je vois plus mes guides que je vois ma femme. Donc, ouais. c'est vrai que voilà, c'est des relations qui se doivent d'être fortes, parce que sinon c'est compliqué. C'est compliqué. Des fois, il y a pas que des bons moments, hein. Ouais, il y a Des des fois, engueulades, des trucs comme ça aussi. Ça peut arriver justement comme je te disais, dans un couple où ça arrive de fait, parce que à force de passer du temps ensemble, des fois il y a des frictions, quoi. Ouais. c'est ça, des fois, en fait, ouais, des fois, on va se prendre la tête parce que on veut être en fait, on veut être performant. Et donc, pour être performant, des fois, bah, on est obligé de passer par ces phases-là, en fait, de recadrage, entre parenthèses, pour pouvoir se comprendre. Mais derrière, ça se règle rapidement. Ça se règle rapidement. Ouais, ouais, Parce ouais, qu'on est complètement. intelligent et donc, et surtout, on veut la même chose. Ouais, ouais, il y a un but final et après on sait qu'on a cet objectif ensemble, quoi. Exactement. Je parle un peu d'autre chose. On en a parlé tout à l'heure. Qu'il y avait moins, surtout au début, toi, t'as eu du mal au début et ta mère a eu du mal à trouver un club. Donc, il y a de fait moins de visibilité. Et même, on le remarque à la télé, de partout, on voit moins de sport paralympique, moins de handisport en général. Qu'est-ce que tu changerais si tu avais une baguette magique? Qu'est-ce que tu changerais justement pour ça? Qu'est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas assez? Qu'est-ce qui manque? Bah, bien sûr, la manque de visibilité, mais qu'est-ce que tu manquerais dans l'handisport pour justement que les télés, les médias s'y intéressent et le passe plus parce qu'en fait, comme j'en ai parlé avec Marie-Amélie Le Fur, c'est sur un précédent épisode. En fait, c'est un sport où tu vois autant de performances exceptionnelles en fait, et il y a peu de gens qui le savent, ce qui est dommage. Qu'est-ce que tu changerais si tu avais une baguette magique? Ben en fait, s'il y a une baguette magique, ce que je changerais, je pense, c'est tout simplement les mentalités de ceux qui ont le pouvoir des médias. Parce que souvent, on me dit oui, mais pourquoi on passe pas les jeux en même temps que les valides? Pourquoi ceci, cela? Mais en fait, c'est purement un problème français, en fait. Parce que dans les autres pays, bah, ils arrivent à mettre en place des médias, la médiatisation bon, je dirais pas peut-être pas égale aux valides, mais en tout cas meilleure que nous. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est juste changer les mentalités parce que je pense que les gens ont envie de... Voilà, je le dis, je le pense et je prends le risque de le dire. Je pense que les gens, en général, ont envie de voir du paralympique. Aujourd'hui, les gens s'intéressent aux athlètes paralympiques. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est la performance, c'est les exploits qui se passent. Et je vais même aller encore plus loin. Dans la période qu'on vit actuellement, on a envie d'avoir de l'espoir, on a envie que on nous montre des choses positives. Et, euh, et donc, je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, voir une personne qui est en difficulté réussir, bah, ça peut d'ailleurs donner de l'espoir aux gens. Se dire, voilà, bah, peut-être demain, on va sortir de cette situation-là et peut-être demain, ça ira mieux. Regardez, lui, il est en fauteuil, lui, il a une prothèse, lui, il est aveugle, il arrive à courir, il arrive à être performant, il arrive à faire ce qu'il a envie de faire. Donc, je me dis, il faudrait juste changer les mentalités. Regardez Rio. Rio, il y a eu la diffusion. Et sincèrement, les gens, ils étaient à fond derrière les Ouais, Jeux paralympiques à ouais, ouais, Rio. complètement. Euh, et donc, Londres, ça a voilà. été pareil, je crois. À Londres aussi, il y Londres, c'était avait. pareil. Ouais. Et moi, j'ai juste l'image des Jeux à Londres où souvent je raconte cet épisode, cette image qui me reste encore. Parce que tu me demandais, c'est quoi, quelle image je peux te raconter? Je peux t'en raconter plein des souvenirs. Et à un moment, en fait, après ma médaille, bah, moi, je voulais absolument
prendre ma médaille et après aller au village me changer, rejoindre ma femme et ma famille pour fêter la médaille. Et là, il y a quelqu'un du staff de l'équipe de France qui me dit non, frère, faut que tu dois monter. Parce qu'en fait, il y avait une place au-dessus du stade où on allait fêter les médailles, tout ça, avec les fans. Mais moi, je dis, mais j'ai personne qui m'attend. Moi, je suis pas anglais. Donc, voilà. Et moi, mes sponsors, ils m'attendent. Ils avaient loué, un bar. Et donc, je vais fêter avec ma famille et eux. Non, il me dit, non, il faut que tu montes absolument. Et concrètement, au début, je voulais pas monter. Hein. Ouais. Et là, je monte. Il y avait plus de 100 personnes qui m'attendaient, qui clamaient mon nom, des Anglais qui m'avaient suivi. Et donc voilà, c'est pour te dire qu'ils ont fait, les Anglais, ils ont fait tellement une communication de malade sur les jeux que les athlètes qui étaient au jeu étaient suivis par des gens qui étaient fans de ces athlètes-là et qui les suivaient. Moi, aujourd'hui, ces gens, ils me suivent encore aujourd'hui. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, les gens, aujourd'hui, nous, c'est simple. On est des consommateurs. Si on nous donne de l'image, on va la consommer. Aujourd'hui, moi, quand je vois des trucs là, les Marseillais, les ceci, cela, les gens moi, je trouve ça excuse-moi, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent et peut-être qui vont trouver ça dur, ce que je vais dire. Moi, je trouve ça débile en soi. Mais en soi, moi, je trouve ça débile. Mais finalement, combien de gens qui regardent ça? Des gens qui kiffent. Ouais, c'est des millions de téléspectateurs. Exactement. Ouais. Et donc, si demain on leur enlève ça, parce qu'il y a des gens comme moi qui trouvent ça, on va dire, complètement, complètement, je sais pas comment dire ça pour pas redire débile, mais tu vois, mais ils vont perdre l'audimat, tu vois. Alors que tu vois, aujourd'hui, ils se disent, on va attendre, on lance ça, et finalement, ils se rendent compte que ça intéresse plus de gens que ça désintéresse, tu vois. Et donc, je me dis, tu vois, aujourd'hui, si on prenait le risque de faire la même chose pour les Jeux paralympiques, déjà, ça va intriguer. Ça va intriguer parce que les gens qui ne connaissent pas, et derrière, les gens, ils vont s'intéresser. Les gens, ils vont suivre. Ils vont commencer à prendre goût de voir des Maria-Amélie battre des records avec des prothèses. Les gens, ils ne connaissent même pas c'est quoi une prothèse. De voir la qualité d'une prothèse, voir des... tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça, en fait, qui va faire que les gens, ils vont s'intéresser. C'est mettre en place une communication, vouloir faire les choses. Et derrière, je t'assure, hein, sincèrement, si le risque, il est pris, le risque en vaut la chandelle. Ouais, mais complètement, t'as raison. Puis en plus, on est des consommateurs, donc on va regarder. Et en plus, il y a un fait, c'est que c'est du sport, donc il y a de la performance autant que dans du sport valide. Sûr. Et en fait, quand il y a de la performance, on a envie de suivre. Je veux dire, je pense à des Nadal au tennis, ou quand on attend le 10e, est-ce qu'il va le gagner le 12e, Roland Garros, tout ça, ça va être pareil pour le handisport. On va se dire, est-ce qu'il va gagner son record, est-ce qu'il va... Et surtout, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens ont une affection, en fait, pour les individus. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir de l'affection pour... moi, je reviens encore sur les Marseillais, tous ces trucs-là. Moi, je vois même ma petite sœur, quand elle regarde ça, elle a de l'affection pour une ou deux personnes dans le truc, tu vois. Et donc, elle va suivre cette personne de A à Z, jusqu'à sur ses réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'elle va manger, ce qu'elle va vendre. Et donc, je me dis, aujourd'hui, la personne qui est médiatisée, c'est une image. Aujourd'hui, si on décide de prendre l'image d'une Maria-Amélie, elle va intéresser du monde parce qu'il y a des gens qui vont se sentir représentés par elle. Regarde le football féminin. Au début, on disait, ouais, mais c'est nul. Non. Direct, quand on l'a médiatisé la Coupe du Monde féminine. Ouais, regarde, les gens, tout le monde s'y intéresse. Les bars étaient pleins. Exactement, tu vois. Et derrière, les gens, ils ont compris que c'est du football. C'est du football différent, mais c'est du football. Et il faut le voir avec le prisme du football féminin. Et aujourd'hui, les gens, moi, je vois des fois des stades, quand il y avait des stades qui étaient remplis, quand on pouvait avoir des spectateurs, je voyais des stades qui étaient remplis avec 10 000, 15 000 personnes. Attends, va à Monaco pour les hommes. Ouais. À lui 2, il y a 10 000 personnes, hein, tous les samedis quand ils reçoivent, tu vois. Alors, pour te dire, avoir un stade rempli à 20 000 personnes, peut-être il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'un match de foot féminin puisse attirer 20 000 personnes. Donc ça, je dis que si on ose le faire, je suis sûr que c'est un produit qui peut intéresser du monde. Ouais, complètement. T'as complètement raison. Ouais, je pense aussi. Et tu parlais de sponsors tout à l'heure. Pareil, j'imagine que ça doit être les sponsors aussi, comme il y a moins de médiatisation, ça doit être un cercle vicieux. Ça doit être peut-être plus difficile de trouver un sponsor en tant que handisport. Comment tu trouves un sponsor? Est-ce que c'est eux qui
qui viennent quand tu commences à avoir des résultats? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher? Parce que j'imagine que pour t'entraîner avant d'avoir des résultats, il faut avoir un sponsor pour. Bah écoute, franchement, t'as tout dit, hein. C'est un peu, ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bien t'entraîner, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, faut soit t'es tombé dans une bonne famille et que ta famille a mis sur toi, soit derrière, il faut essayer de trouver des partenaires et des sponsors. Ce qui est compliqué, parce que qui dit sponsor dit médiatisation. Pas de médiatisation, pas de sponsor ou peu de sponsors. Donc, si on ne te connaît pas, si on ne sait pas qui tu es, si on ne comprend pas que tu as un produit qui peut être rentable, qui peut être visible, qui peut être attirant, finalement, les sponsors, ils se battent pas pour toi, hein. Et donc, c'est super compliqué. Moi, j'ai eu 2 agents, et celui qui est aujourd'hui, j'ai aujourd'hui, je vois qu'il le pauvre, il se bat. Après, moi, j'ai la chance d'avoir Optique 2000 qui est un de mes sponsors principaux et qui est avec moi depuis quasiment 10 ans et qui croit en moi et avec qui on a créé une vraie relation. Et eux, ils m'ont toujours soutenu, tu vois. Et ça, c'est rare, tu vois. Ouais, Et, complètement. et concrètement, c'est même pas parce qu'ils m'ont vu à la télé, hein. C'est parce que j'ai rencontré la bonne personne au bon moment et derrière ils ont aimé ma personnalité et aujourd'hui ils sont avec moi jusqu'à la fin de ma carrière, tu vois. Mais tout ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un chez Optique 2000 qui a cru en moi parce qu'il a aimé ma personne, il a aimé ma personne. Mais maintenant, imagine demain si les athlètes paralympiques étaient médiatisés. Mais Ouais. je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui aimeraient des personnalités qui sont en handisport. Et derrière, les sponsors, ils seraient heureux d'avoir des athlètes paralympiques dans leur entreprise, pour pouvoir amener des valeurs que peut-être qu'ils recherchent, tu vois. Et c'est ça, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne donne pas assez de visibilité et donc finalement, les sponsors, ils ne nous connaissent pas. Et donc, c'est bien sûr que c'est difficile. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, des fois, j'entends des choses qui me, je vais pas dire qui me font mal, mais qui me surprennent en fait, parce que je me dis, on est face à des gens qui sont quand même professionnels, des gens qui sont quand même, qui ont quand même, ouais, qui sont quand même intelligents. Et des fois, j'entends des choses, notamment on nous dit, ouais, il faut qu'on soit performant, on doit être 10e nation, 20e nation, 10e nation, 5e nation, et nous on est que 15e. Je me dis, mais avec les moyens, parfois les moyens qu'on nous donne, c'est peut-être difficile de pouvoir être dans les 10, 5, dans les 5, dans les 10 meilleures nations au monde, parce que peut-être il n'y a pas assez de moyens donnés. Ouais. Et peut-être avec les moyens qu'on nous donne, on a les moyens pour être 20e, mais on est 10e. Et donc je me dis, peut-être on surperf, mais on ne se rend pas compte. Et parce qu'on n'investit peut-être pas assez sur les athlètes. Et moi, je suis sûr que si on donnait plus de moyens aux athlètes, si les médias s'intéressaient aux athlètes, donc derrière, on attirait des partenaires et que ces partenaires-là s'investissaient, je vous assure que les athlètes qu'on a en France, on a des super athlètes et je suis sûr qu'on pourrait lutter pour les 5e places au niveau nation. La France, on pourrait être dans les 5 premières nations si on investissait énormément sur les athlètes français paralympiques. Et aujourd'hui, on se bat et je pense qu'on se bat très très bien avec les moyens qu'on a parce que pour moi, on a les moyens d'un 20e et on figure dans Dans les 10 les 10 premières, ouais. premières nations. Et donc, ouais, c'est pas rien, c'est pas rien. Et sauf que parfois, je pense qu'on se trompe en fait, parce qu'on croit qu'on peut claquer les doigts et le reste suivra. Alors que non, je pense que aujourd'hui, quasiment tous les athlètes paralympiques, toutes les nations qui sont autour de nous, sont quasiment tous professionnels, les athlètes. Et ils ont les moyens d'athlètes professionnels. Il y a des sponsors autour. Il y a, et donc, moi, je vois les Anglais, par exemple, il y a, il y, a, il y a des moyens qui sont mis sur les athlètes anglais. Et donc, tout ça, mis bout à bout, les sponsors sont là, sont présents. Ça permet derrière de pouvoir avoir des résultats qui sont Exceptionnel, extraordinaires. ouais. Ouais, et après, c'est le cercle vertueux à l'inverse du cercle vicieux. Et Exactement. c'est qui marcherait. Ok, ok, ok. Et du coup, alors, sur toute cette carrière, là, tu dis, on va t'accompagner, ces sponsors vont t'accompagner jusqu'à la fin de ta carrière. Qu'est-ce que tu envisages justement après ta carrière? C'est quoi tes envies? Alors, mes envies, j'en ai beaucoup, mais déjà, j'ai la chance, on va dire, de pouvoir
avoir un métier. Alors moi, depuis 2 ans, je suis à la SNCF. Donc j'ai intégré la SNCF ouais, il y a 2 ans. Et donc j'ai intégré également la structure, donc la team athlète SNCF. Et donc ça me permet, à travers ma CIP, de pouvoir m'entraîner tous les jours, quasiment, et en même temps de pouvoir avoir un temps, on va dire, même s'il est minime, mais un temps en entreprise, donc de pouvoir être en même temps salarié de la SNCF. Et donc déjà ça, c'est quelque chose qui est important parce que le groupe SNCF me permet d'avoir un futur déjà dessiné. C'est-à-dire Ouais. aujourd'hui, je sais que après Tokyo, j'ai un métier. Après Tokyo, j'ai un poste qui m'attend à 100% À la dans un SNCF, grand ouais. groupe qui est la SNCF, quoi. Donc ça, c'est pas négligeable. Après, j'ai d'autres projets, on va dire, parallèles parce que voilà, moi, je fais pas mal de conférences. Je suis conférencier en même temps, donc c'est quelque chose que j'ai envie de développer encore plus grand. Donc j'ai envie que ça prenne encore plus d'ampleur. Et donc c'est des projets qui me tiennent à cœur. Après j'ai des projets aussi associatifs. Là il y a quelques temps avec trois athlètes, deux athlètes de l'équipe de France, Antonin Keita, je ne sais pas si tu connais, Mhm. et un autre athlète qui était en équipe de France qui s'appelle Bakou Toubou. On a créé une association pour aider les athlètes en Afrique. Parce qu'en voilà, en Afrique, nous ici, on se plaint. Hein. Ouais. Il y a 3 minutes, là, je te disais, c'est pas simple d'être un athlète paralympique parce qu'on n'est pas vu, parce qu'on n'a pas de médias, on n'a pas de partenaires, de sponsors, donc c'est compliqué. Mais en Afrique, au-delà d'être un athlète paralympique, c'est dur d'être un handicapé tout court. Et Ouais. donc, nous, l'idée, on s'est dit, bah voilà, on a eu cette chance de pouvoir aujourd'hui s'en sortir en tant qu'humain, en tant qu'homme déjà. Et donc, aujourd'hui, pourquoi ne pas transmettre, ne pas donner aux autres, permettre aux autres de pouvoir s'émanciper et devenir, pas forcément des champions, hein, mais devenir des hommes et des femmes accomplis. Et donc, à partir de là, on a créé notre association sur le toit du monde pour pouvoir aider au maximum les personnes handicapées, des jeunes hommes et jeunes femmes handicapés pour pouvoir leur permettre de pouvoir s'émanciper et devenir des personnes à part entière. Ok, donc on regardera, je dis aux auditeurs de regarder sur le toit du monde, c'est ça. Exactement, Ok. exactement. Alors avant de clore cette belle discussion, j'ai une petite partie, donc comme c'est un nouveau format athlète de haut niveau, c'est une partie qui change par rapport aux autres formats. C'est des questions rapides, tu as 30 secondes max pour répondre aux questions. Max, hein. À 30 secondes Et max. Ah ouais, donc il y a 7 questions, c'est des questions sur le sport ou pas sur le sport. d'accord. Tu verras bien. Est-ce que tu es prêt? Allez, Tu es un on y va. sprinter, donc normalement ça devrait aller pour toi. Top. Ton plus grand talent de non-sportif? Musicien. Musicien. Avec qui tu échangerais? Musicien, comme il y a les 30 secondes, elles sont pas encore passées. Ah, Musicien dans quoi? Quelle moi, musique? je fais de la batterie. Ok, batterie. Ouais. Avec qui tu échangerais de place pendant une journée pour voir ce qu'il ou elle vit et pourquoi? Macron. Parce que souvent, on aime critiquer, mais je sais pas si je ferais mieux que lui À la présidence. actuellement. Ouais. Ouais. Quelle est la blague la plus drôle que tu connaisses par cœur? J'en connais pas. Ah merde. Euh, attends. Non, j'en connais pas. Quel est ton rêve du moment ou ce que tu désires le plus en ce moment? Alors, j'ai 2 garçons et j'envoie un message à ma femme, j'aimerais avoir une fille. Ok. Beau message. J'espère qu'elle écoutera jusqu'à la fin. Tu préfères voyager dans le passé ou voyager dans le futur? Pourquoi? Ouais, plutôt dans le futur parce que le passé, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et avec aucun regret. Donc, dans le futur, parce que j'aimerais bien voir qu'est-ce que l'avenir me réserve. Est-ce Ouais. que j'aurai une fille? Ce que tu aimes le moins faire à l'entraînement? Ce que j'aime le moins faire à l'entraînement, c'est tout ce qui est spécifique, hein, parce que c'est dur. Et enfin, une personne qui t'a entouré ou qui t'entoure, qui entoure les sportifs, que je devrais inviter sur le podcast. Mon entraîneur, Ok, son nom?
Arte-moi Tumjimana. Ok, parfait. Bah, je lui passerai le message. Merci à toi, Trésor, pour cet échange incroyable, plein d'humilité. Franchement, j'ai adoré cet échange. J'ai découvert un peu plus sur toi et sur le handisport. Merci aussi, car tu es le premier dans le format portrait athlète, le premier de plein d'autres qui sont prévus là, dans les semaines à venir. En Alors, tout- j'espère que cet échange t'a plu aussi. Ouais, c'était top. Hein, c'était top. Bah, Bon, je super. chercherai une blague. Hein. Exactement, tu me l'enverras. En tout cas, c'était top. Et comme je dis souvent, c'est que voilà, on a besoin de gens motivés comme toi pour encore plus nous mettre en lumière parce que je pense qu'il y a il y a des beaux portraits à dessiner en handisport, je t'assure. Ouais, bah, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Bah, merci beaucoup, je te souhaite plein de courage pour cette préparation de Tokyo et à très vite du coup sur nos écrans pour te voir réaliser de superbes belles courses. Merci beaucoup À et très vite. à très bientôt. Salut. Merci. Cet épisode est déjà terminé. Merci à tous ceux qui écoutent jusqu'à la fin. J'espère que vous retiendrez beaucoup d'apprentissage de celui-ci, comme ça peut m'apporter à chaque fois que j'en enregistre un. N'hésitez toujours surtout pas à me faire vos commentaires ou vos retours via les réseaux sociaux, ça permettra au podcast d'être toujours au top. Sur Instagram, c'est @broncharmikhailov si vous voulez me suivre et suivre les infos du podcast. Et encore une fois, si vous pouvez me mettre un petit commentaire et une note 5 sur 5 sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou sur votre Mac, ça m'aidera beaucoup à le diffuser au plus grand nombre. Si vous n'avez pas Apple Podcast, aucun souci, vous pouvez énormément m'aider aussi en partageant le podcast auprès de 3-4 amis à vous. Ça vous prendra pas plus de 5 minutes, mais ça m'aidera beaucoup à partager ces discussions. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve très bientôt. Salut!